Ma petite sœur, gâtée et arrogante, est tombée enceinte du fiancé de ma sœur aînée 3 semaines avant leur mariage et l'a annoncé lors d'un dîner. Alors, nous lui avons administré une brutale leçon de réalité et avons lentement ruiné sa vie. Après que ma sœur aînée, Rebecca, eut découvert que Jessica couchait en secret avec son fiancé, David, depuis 6 mois et qu'elle était enceinte de son enfant, une grande tension a envahi toute la famille. Bien sûr, Jessica, l'enfant chéri, n'a eu aucune honte et a épousé David dans le même lieu que Rebecca avait réservé, portant une robe blanche bien qu'enceinte de 7 mois. Rebecca a trouvé cela extrêmement difficile au début, surtout parce que Jessica avait utilisé les propres plans de mariage de Rebecca, ses fournisseurs, et avait même tenté de lui voler sa robe de mariée. Nous avons été extrêmement proches durant cette période et nous nous sommes mutuellement aidés à surmonter la trahison. Finalement, elle a surmonté cette épreuve, a rencontré un banquier d'investissement très prospère nommé Malik, qui a compris son traumatisme passé et l'a traité comme une reine. Ils se sont mariés lors d'un magnifique mariage à destination à Santorin, et j'étais la demoiselle d'honneur. Elle a même invité nos parents au mariage, bien qu'ils aient assisté au mariage de Jessica avec David et agi comme si de rien n'était. Mes parents, cependant, n'y ont pas assisté. Quelques années de plus ont passé et, finalement, nos parents se sont rapprochés de Rebecca, suppliant de se réconcilier avec elle, et c'est là que la tempête de merde a commencé. Rebecca a accepté de se réconcilier et est allée dîner avec son mari Malik. Jessica était également là avec David et leurs 2 enfants. Durant toute la soirée, j'ai remarqué que Jessica ne cessait de faire des commentaires sarcastiques sur le fait que certaines personnes ne pouvaient pas avoir d'enfants. Rebecca et Malik essayaient, et sur combien David était un père incroyable, mais Malik tenait simplement la main de Rebecca sous la table. Quand l'heure du dîner est arrivée, mes parents ont porté un toast. Puis, de nulle part, Jessica s'est levée et a dit qu'elle était très bénie d'avoir une si belle famille et qu'elle était de nouveau enceinte. Elle s'est ensuite tournée vers Rebecca et a dit, « Ma sœur, je sais que ça doit être difficile pour toi parce que David m'a choisi et que nous avons maintenant cette belle famille, mais merci pour ta bénédiction. Je sais que ça doit être dur pour toi d'être ici, sachant que tu ne peux pas avoir d'enfant alors que j'attends mon 3e, mais j'applaudis ton courage. » Ce fut le moment où Jessica a reçu la plus grande leçon de réalité de sa vie. Le mari de Rebecca, Malik, qui enquêtait discrètement sur les finances de David depuis des mois, s'est levé et a dit, « En fait, Jessica, nous avons aussi quelques nouvelles. Non seulement nous attendons des jumeaux grâce à la FIV, mais je viens aussi de finaliser l'acquisition de l'entreprise de David par une OPA hostile. À partir de lundi matin, ton mari sera au chômage. » Puis il s'est tourné vers David et a continué. « Ah, et ces 3 autres femmes avec qui tu as couché, elles ont toutes été contactées par l'amie avocate en divorce de ma femme. Jessica, tu ferais peut-être bien de te faire tester. Mais voici le meilleur, tu te souviens de ce contrat prénuptial que tu as signé parce que tu étais si désespéré de l'épouser? Eh bien, la clause d'infidélité signifie que tu n'obtiens rien. Tu es sur le point d'être une mère célibataire de 3 enfants sans revenus, sans maison et avec un mari infidèle qui est sur le point de recevoir les papiers du divorce de la femme avec qui il sort depuis 1 an. Elle est enceinte aussi, d'ailleurs. Tu crois que tu es si spécial parce que tu as gagné David? Tu veux un homme qui trompe tout le monde, y compris toi? Tu as détruit la vie de ma femme pour un homme qui te trompe systématiquement depuis votre lune de miel. Tu es une femme si pathétique que tu t'es vantée de l'avoir volée, sans réaliser que tu as volé des ordures. Ma femme a trouvé mieux avec quelqu'un qui ne toucherait jamais une autre femme, tandis que toi, tu t'es rabaissé à quelqu'un qui ne sait pas tenir sa braguette fermée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tout ton mariage est un mensonge, que tes enfants grandiront en sachant que leur père a plusieurs autres familles? Dors-tu bien la nuit en sachant qu'il est avec d'autres femmes pendant que tu es à la maison avec les enfants? Personne ne respecte une femme qui vole l'homme d'une autre, mais tout le monde plaint une femme dont l'homme volé s'est avéré ne rien valoir. Tout le monde dans la pièce regardait fixement tandis que le téléphone de David commençait à sonner sans arrêt, les autres femmes avaient commencé à publier à son sujet sur les réseaux sociaux et son avocat en divorce l'appelait. Mais alors Jessica se mit à rire, un rire lent et inquiétant qui mit tout le monde mal à l'aise. Elle sortit son téléphone et nous montra une vidéo. Vous croyez avoir gagné, Rebecca, Malik? J'ai enregistré chaque conversation privée que vous avez eue chez vous ces 2 dernières années, y compris celle où vous avez discuté de l'OPA hostile avant qu'elle ne soit une information publique.
C'est un délit d'initié, chérie. Et le meilleur, j'ai des enregistrements de toi avouant quelque chose de bien pire, quelque chose qui s'est passé à l'université et que tu pensais que personne ne savait. Le visage de Rebecca devint blanc tandis que Jessica continuait. Alors voilà ce qui va se passer, tu vas annuler l'acquisition, tu vas transférer 5 millions de dollars sur mon compte et tu vas sourire en le faisant. Ou j'envoie ça au FBI demain matin. Malik commença à parler, mais Jessica le coupa. Ah, et Malik, j'ai aussi des enregistrements de tes, disons, stratégies fiscales créatives. Il s'avère que David n'était pas le seul à avoir été vilain. Ce fut alors que Rebecca se mit aussi à rire. Elle regarda Jessica avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant et dit doucement, « Tu aurais vraiment dû vérifier à qui appartient la société de sécurité qui a installé ces caméras, Jess. » La pièce tomba dans un silence complet. Le sourire de Jessica vacilla pour la première fois. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Rebecca se leva lentement, sa main reposant sur son ventre. « J'ai dit que tu aurais dû vérifier à qui appartient la société de sécurité. » Rebondissement, petite sœur. Je suis au courant de tes enregistrements depuis 18 mois et je t'ai servi exactement ce que je voulais que tu entendes, chaque mot. Le téléphone de Jessica s'éteignit soudainement, puis le mien, puis celui de tout le monde dans la pièce. La question est, continua Rebecca, marchant vers Jessica, veux-tu savoir ce que j'ai enregistré chez toi? Parce que je te promets que c'est bien pire que tout ce que tu crois avoir sur moi. C'est alors que nous avons entendu les sirènes dehors. Les sirènes devinrent plus fortes et, à travers la fenêtre de la salle à manger, je vis une ambulance s'arrêter chez notre voisin. Madame Chen, 3 maisons plus loin, était emmenée sur une civière. Le moment était une coïncidence, mais la tension dans notre salle à manger donnait l'impression que les sirènes étaient pour nous. Les mains de Jessica tremblaient tandis qu'elle appuyait frénétiquement sur les boutons de son téléphone éteint. David était paralysé, son visage passant par la confusion, la colère et la peur. Nos parents étaient assis, sans voix, leurs yeux allant de l'une à l'autre de leur fille comme s'ils regardaient un match de tennis qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Rebecca sortit son propre téléphone, qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait encore parfaitement. Elle tapota l'écran quelques fois, soudain, la voix de Jessica emplit la pièce depuis des haut-parleurs cachés. David est si stupide, il croit vraiment que ces autres femmes signifient quelque chose. Je déplace de l'argent de ses comptes depuis des mois. Quand j'en aurai fini avec lui, il ne lui restera plus rien. L'enregistrement continua, la voix de Jessica claire comme le jour, discutant de ses plans pour accuser Rebecca de divers crimes, de ses manigances pour monter leurs parents contre elle de façon permanente et, le plus accablant de tout, de son aveu d'avoir délibérément causé la première fausse couche de Rebecca en mettant quelque chose dans sa boisson lors d'un barbecue familial 2 ans auparavant. David se jeta sur le téléphone de Rebecca, mais Malik s'interposa. Bien que plus petit que David, le calme de Malik fit immédiatement reculer David. « Assieds-toi, » dit Malik à voix basse. David s'assit. Le visage de Jessica était passé du rouge au blanc, puis au vert. Elle se tint le ventre et, un instant, je crus qu'elle allait vraiment vomir là, sur le tapis perçant de notre mère. « C'est monté, » balbutia Jessica. « Tu ne peux rien prouver. Ces enregistrements sont faux. » Rebecca sourit, et ce n'était pas un sourire agréable. « Vraiment ? Parce que j'ai les originaux, horodatés, géolocalisés. Certains ont même la vidéo, Jess. Comme celui où tu es chez moi, fouillant dans mes dossiers médicaux pendant que j'étais à mes rendez-vous de fertilité. Ou celui où tu apprends à ton fils à m'appeler la tante triste qui ne peut pas avoir de bébé. Il a 4 ans, Jessica. 4 ans et tu lui enseignes déjà la cruauté. » Notre mère retrouva enfin sa voix. « Rebecca, Jessica, s'il vous plaît. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça sans tout ce drame. » Drame ? Rebecca se tourna vers sa mère, et des années de colère refoulée firent enfin surface. Elle a couché avec mon fiancé pendant 6 mois. Elle a porté du blanc à son mariage alors qu'elle était enceinte de son enfant. Elle a utilisé mes plans de mariage, mes fournisseurs, a tenté de voler ma robe. Et tu appelles ça un drame ? Tu as assisté à son mariage comme si de rien n'était. Tu l'as choisie elle plutôt que moi, comme tu l'as toujours fait. Nous n'avons pas pris parti, protesta faiblement notre père.
Le silence, c'est prendre parti, me surpris-je à dire. Tout le monde se tourna pour me regarder. Vous avez gardé le silence sur le comportement de Jessica toute notre vie. Quand elle volait les petits amis de Rebecca au lycée, vous disiez « les garçons seront toujours des garçons ». Quand elle a copié les dissertations universitaires de Rebecca et est entrée dans la même école, vous disiez que l'imitation était de la flatterie. Quand elle lui a littéralement volé son fiancé, vous avez dit que Rebecca devrait être heureuse pour sa sœur. Vous avez choisi Jessica en la couvrant pendant 28 ans. Jessica tenta une autre tactique, les larmes. Elles vinrent facilement, comme toujours. Je suis enceinte, gémit-elle. Tu ne peux pas faire ça à une femme enceinte. Pense à mes enfants. Je pense à tes enfants, dit Rebecca froidement. Ils méritent mieux qu'une mère qui ment, triche et vole. Ils méritent mieux que des parents qui leur apprennent que blesser les autres est acceptable si on peut s'en tirer. Elle se tourna vers son téléphone et sortit un autre fichier. Celui-ci est mon préféré, Jess. C'est toi et David vous disputant à propos de ces liaisons. Pas parce que tu es blessé, mais parce que, et je cite, c'est ferait mieux de ne pas penser qu'elles vont toucher à mon argent. Tu étais au courant pour chacune d'elles. Tu t'en fichais tant que les chèques continuaient d'arriver. Le téléphone de David revint soudainement à la vie, vibrant avec ce qui semblait être une centaine de notifications à la fois. Son visage pâlit en les lisant. Les comptes de l'entreprise sont gelés. Tous. Comment as-tu? Il s'avère que lorsque vous utilisez les fonds de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel pour vos maîtresses, c'est du détournement de fonds, expliqua calmement Malik. Le conseil d'administration a été très intéressé par ces reçus. Ils ont convoqué une réunion d'urgence il y a 1 heure. Tu n'es pas encore au chômage, David, mais tu le seras demain matin. Et ces femmes avec qui tu sortais, elles ont toutes été très coopératives en fournissant des preuves. Surtout Samantha, celle qui est enceinte. Elle est particulièrement en colère que tu lui aies dit que tu étais divorcé. Jessica se leva brusquement, renversant son verre d'eau. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Je vais te poursuivre pour diffamation. Je vais te prendre tout ce que tu as. Avec quel avocat? Demanda Rebecca. Celui avec qui tu as une liaison? Oh oui, je suis aussi au courant pour Marcus. Sa femme le sait aussi maintenant, d'ailleurs. Elle est associée principale dans son cabinet. Je ne pense pas que Marcus prendra tes appels désormais. La pièce semblait tourner. Nos parents paraissaient avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. David faisait défiler frénétiquement son téléphone, regardant vraisemblablement sa vie s'effondrer en temps réel. Jessica se tenait là, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Voilà ce qui va se passer, dit Rebecca, se levant et posant une main protectrice sur son ventre. Tu vas sortir de chez moi. Seule. Tu vas arrêter de répandre des mensonges sur moi. Tu vas suivre une thérapie, une vraie thérapie, pas le genre où tu manipules le thérapeute pour qu'il pense que tu es la victime. Et tu vas te tenir éloigné de moi et de ma famille. Ou quoi, grogna Jessica, le masque tombant enfin complètement. Tu publieras des enregistrements montés? Tu crois que tu as gagné? Je vais te détruire. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Rebecca sortit une dernière vidéo sur son téléphone. C'était Jessica assise dans ce qui ressemblait à la chambre de Rebecca, tenant une bouteille de pilule. Celle-ci devrait faire l'affaire, disait la voix enregistrée de Jessica. Quelques-unes dans son smoothie et adieu bébé. Elle pensera que c'est une autre fausse couche. Pauvre Rebecca la stérile. La pièce tomba dans un silence complet. Même les sirènes dehors s'étaient estompées. Tu t'es enregistré en train de planifier de m'empoisonner, dit Rebecca à voix basse. Tu t'es enregistré en le faisant vraiment. Et tu as gardé une vidéo. Pourquoi, Jess? Comme trophée? Les jambes de Jessica cédèrent. Elle s'effondra sur sa chaise, toute combativité disparut. Je ne voulais pas, ce n'était pas censé. Quoi? Blesser mon bébé? Juste me rendre assez malade pour faire une fausse couche? Quel était exactement ton plan? Notre mère se mit à pleurer, de vraies larmes, pas le genre de larmes manipulatrices que Jessica brandissait comme des armes. Mais bébé, sanglota-t-elle.
Que as-tu fait? Que avons-nous fait? Vous avez couvert un monstre, dis-je sèchement. Et maintenant vous voyez ce que font les monstres quand ils se croient invincibles. David sursauta soudainement. Il faut que je parte, il faut que, les avocats, je dois. Il se dirigea vers la porte, mais la voix de Malik l'arrêta. Je n'irai pas chez toi si j'étais toi. Samantha y est avec ses frères. Ils sont très protecteurs envers leur sœur enceinte, à qui tu as dit que tu allais divorcer pour l'épouser. Le visage de David devint encore plus pâle, si c'était possible. Il s'affaissa contre le cadre de la porte. Rebecca prit son sac et la main que Malik lui tendait. Nous partons maintenant. Jess, tu as 48 heures pour retirer tes caméras et tout autre dispositif de ma maison. J'ai déjà changé les serrures, donc tu devras appeler d'abord. Une équipe de sécurité supervisera ta visite. Rebecca, s'il te plaît, murmura Jessica. Je suis ta sœur. Non, dit Rebecca fermement. Tu es quelqu'un qui a fortuitement partagé un utérus avec moi. Les sœurs n'essaient pas de s'empoisonner mutuellement. Les sœurs ne volent pas les fiancés des autres. Les sœurs ne provoquent pas de fausses couches par jalousie. Tu n'es pas ma sœur. Tu es juste quelqu'un que j'ai connu autrefois. Elle se tourna vers nos parents. Et vous deux, j'ai fini d'attendre que vous me choisissiez. Choisissez votre enfant chéri. Vivez avec ce choix. Mais sachez que mes enfants ne vous connaîtront jamais. Ils ne connaîtront jamais les grands-parents qui sont restés les bras croisés pendant qu'une fille tentait de détruire l'autre. Alors que Rebecca et Malik se dirigeaient vers la porte, Jessica fit une dernière tentative désespérée. Tu enregistres ça aussi, n'est-ce pas? Tout ça. Tu es aussi mauvaise que moi. Rebecca fit une pause dans l'entrée et regarda en arrière. La différence, c'est que j'enregistre des preuves de crime. Toi, tu t'es enregistré en train de les commettre. Et pour information, ceci n'est pas enregistré. Je n'en ai pas besoin. Tout le monde ici a tout entendu. Maman, papa, David, notre sœur, tout le monde sait qui tu es vraiment maintenant. C'est une punition suffisante. Ils partirent, et le silence qui suivit fut assourdissant. Jessica était assise à table, regardant ses mains. David était paralysé près de la porte. Nos parents se serraient dans les bras, l'air perdu et brisé. Je me levai aussi pour partir. Où vas-tu? Demanda ma mère désespérément. Chez Rebecca, dis-je simplement. Pour fêter les jumeaux avec ma vraie sœur. Celle qui n'a jamais essayé d'empoisonner personne. Celle qu'ils auraient dû protéger au lieu de couvrir son agresseur. En sortant, j'entendis Jessica commencer à sangloter. Pas les fausses larmes qu'elle avait perfectionnées pendant des années de manipulation, mais un vrai, vilain sanglot, du genre qui vient quand on réalise qu'on a tout détruit et tout le monde autour de soi et qu'il ne reste personne à blâmer à part soi-même. L'ambulance était partie quand je suis sortie. Le quartier était calme, paisible même. Mais à l'intérieur de cette maison, une famille s'effondrait. Et pour une fois, la bonne personne en payait le prix. Je conduisis jusqu'à la maison de Rebecca en silence, mes mains agrippant le volant tandis que je digérais ce qui venait de se passer. Les paisibles rues de banlieue semblaient irréelles après le chaos que nous avions laissé derrière nous. Quand je suis entré dans son allée, j'ai vu la voiture de Malik déjà là, et la lumière du porche était allumée, m'accueillant. Rebecca ouvrit la porte avant que je ne puisse frapper. Son visage montrait de l'épuisement, mais aussi du soulagement. Nous nous sommes étreintes sans mots, et je l'ai suivi à l'intérieur, où Malik préparait du thé dans la cuisine. Depuis combien de temps savais-tu pour l'empoisonnement? Demandai-je, acceptant la tasse qu'il m'offrait. Rebecca s'assit lourdement, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre. 6 mois. J'ai trouvé la vidéo en examinant les enregistrements de sécurité, cherchant quelque chose de complètement différent. Au début, je ne pouvais pas y croire. Même en sachant tout ce que Jessica avait fait, je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Le lendemain matin, mon téléphone sonna à 6 heures. C'était notre mère, hystérique. Jessica était apparue chez elle à minuit, exigeant qu'il l'aide. Elle avait amené les enfants, qui étaient confus et en pleurs. David n'était pas rentré chez lui et Jessica avait découvert qu'il avait vidé leur compte d'épargne joint avant que les comptes de l'entreprise ne soient gelés.
J'ai rejoint Rebecca pour le petit déjeuner afin de la mettre au courant. Elle écouta calmement, remuant son café décaféiné. Elle va intensifier les choses, dit Rebecca avec naturel. Jessica n'a jamais appris à perdre. Ce n'est que le début. Elle avait raison. À midi, Jessica m'avait appelé 17 fois. Les messages vocaux ont commencé par des supplications, puis sont devenus furieux, puis menaçants. Elle affirmait avoir plus d'enregistrements, plus de secrets. Elle disait qu'elle nous ruinerait tous si nous ne l'aidions pas. Cet après-midi-là, Rebecca m'invita dans son bureau à domicile. Les murs étaient couverts de chronologies, de documents et de photographies. Cela ressemblait au tableau d'enquête d'un détective. Je me prépare à cela depuis 2 ans, expliqua-t-elle. Chaque mouvement que Jessica pourrait faire, chaque mensonge qu'elle pourrait dire, je l'ai anticipé. Elle me montra des dossiers de preuves, des relevés bancaires montrant le vol de Jessica sur les comptes de David, des SMS entre Jessica et ses divers amants, même des enregistrements de Jessica entraînant ses enfants à être cruels envers Rebecca lors des réunions de famille. Le pire, dit Rebecca, sortant un autre dossier, c'est ce qu'elle a fait à ses enfants. Elle les utilise comme des armes depuis leur naissance. 3 jours passèrent dans un calme relatif. Puis Jessica fit son prochain mouvement. Elle se présenta à la société d'investissement de Malik avec ses enfants, provoquant une scène dans le hall. Elle l'accusa de détruire sa famille, de voler des enfants innocents. La sécurité dut l'escorter dehors, mais pas avant que plusieurs clients n'assistent au spectacle. Malik rentra chez lui ce soir-là, l'air stressé pour la première fois depuis le début de tout cela. Elle essaie de nuire à ma réputation professionnelle, dit-il à Rebecca. Mes partenaires ne sont pas contents du drame. Rebecca lui serra la main. Je suis désolée, je n'ai jamais voulu que cela affecte ton travail. Et, dit Malik fermement, nous sommes ensemble là-dedans. Je savais qui était Jessica quand je t'ai épousée. Ce n'est pas ta faute. Mais Jessica n'avait pas fini. Le lendemain, elle créa des comptes de réseaux sociaux sous de faux noms et commença à publier des informations personnelles de Rebecca en ligne. Elle partagea des versions tordues de leur enfance, dépeignant Rebecca comme la sœur jalouse qui avait toujours envié le succès de Jessica. Elle publia même des photos de la planification du premier mariage de Rebecca, affirmant que Rebecca lui avait volé ses idées. Je passais des heures à signaler les comptes, mais de nouveaux continuaient d'apparaître. Rebecca resta calme, documentant tout. Laisse-la creuser sa propre tombe, dit-elle. Chaque publication est une preuve de harcèlement. Une semaine plus tard, Jessica tenta une approche différente. Elle fit appeler Rebecca par les enfants, pleurant sur combien leur tante Becca leur manquait. La voix du garçon de 4 ans était clairement entraînée, lisant un script que Jessica avait écrit. Maman dit que tu nous détestes maintenant. Pourquoi tu ne nous aimes plus? Rebecca dut quitter la pièce après cet appel. C'était la première fois que je la voyais pleurer depuis le début de tout cela. C'étaient des enfants, murmura-t-elle. Ils ne méritent pas ça. Pendant ce temps, David avait refait surface. Il logeait chez Samantha, la femme enceinte avec qui il sortait, mais cet arrangement explosa lorsque 2 de ses autres maîtresses se présentèrent à son appartement. La confrontation qui s'ensuivit fit les choux gras des pages de réseaux sociaux du quartier, avec des vidéos de David poursuivi dans la rue par 3 femmes en colère. Il m'appela, désespéré. Tu dois m'aider, parla Rebecca. C'est aller trop loin. Je ferai n'importe quoi pour que ça cesse. Tu as fait tes choix, David, lui dis-je. Tu as détruit ta propre vie. Rebecca t'a seulement montré un miroir. Nos parents étaient pris entre 2 feux, hébergeant Jessica et les enfants tout en essayant de digérer la révélation sur l'empoisonnement. Maman m'appelait quotidiennement, alternant entre la défense de Jessica, elle plaisantait probablement dans cette vidéo, et l'expression de l'horreur, comment a-t-elle pu faire ça à sa propre sœur? 2 semaines après le chaos, Jessica commit sa plus grosse erreur. Elle contacta le médecin spécialiste de la fertilité de Rebecca, se faisant passer pour Rebecca pour tenter d'accéder à ses dossiers médicaux. La clinique avait des protocoles en place et notifia immédiatement Rebecca de la tentative d'intrusion. Cela donna à Rebecca les munitions dont elle avait besoin, l'usurpation d'identité et la tentative d'accès à des dossiers médicaux étaient des délits graves.
Elle déposa une plainte auprès de la police, impliquant enfin les autorités, mais seulement pour ces incidents spécifiques, pas pour le drame familial plus large. Jessica paniqua. Elle se présenta à mon appartement à 2 heures du matin, tambourinant à la porte. « Tu dois la faire arrêter », cria-t-elle à travers la porte. « Je suis aussi ta sœur. Comment peux-tu prendre son parti ?» J'appelai la sécurité de l'immeuble sans ouvrir la porte. Tandis qu'on l'escortait, elle hurla des menaces de ruiner ma vie aussi, comment elle savait des choses sur moi qui détruiraient ma carrière. Des menaces vides, mais les voisins entendirent tout. Le lendemain matin, l'avocat de Rebecca envoya à Jessica une lettre de cessation et d'abstention. Elle décrivait chaque incident de harcèlement, chaque message menaçant, chaque tentative de nuire à la réputation de Rebecca et de Malik. C'était exhaustif et accablant. La réponse de Jessica fut d'essayer de manipuler nos parents pour qu'ils contractent un prêt pour l'aider. Elle affirmait avoir besoin d'argent pour un avocat afin de lutter contre les « mensonges » de Rebecca. Papa, faisant preuve de caractère pour la première fois de ma mémoire, refusa. « Nous t'avons déjà assez couverte, dit-il. Tu as empoisonné ta sœur. Tu t'es enregistrée en le faisant. Il n'y a aucune excuse pour ça. » Ce rejet brisa quelque chose en Jessica. Elle commença à prendre des décisions de plus en plus erratiques. Elle retira les enfants de l'école, affirmant que Rebecca y avait des « espions ». Elle quitta la maison de nos parents pour un motel, entraînant les enfants confus avec elle. Les services de protection de l'enfance s'impliquèrent après que l'école eut signalé l'absence des enfants et le comportement préoccupant de Jessica. Ce n'était pas l'œuvre de Rebecca, mais Jessica la blâma quand même. L'assistante sociale qui lui rendit visite trouva les enfants vivant dans le chaos, mangeant de la restauration rapide à chaque repas pendant que Jessica passait son temps à créer de faux comptes de réseaux sociaux et à enregistrer des vidéos incohérentes sur la façon dont elle était persécutée. Pendant ce temps, Rebecca se concentrait sur sa grossesse. Le stress affectait sa santé et son médecin l'a mis au repos partiel. Je passais la plupart des après-midi chez elle, aidant au repas et étant simplement présente. Nous ne parlions pas de Jessica lors de ces visites, au lieu de cela, nous planifions pour les jumeaux, discutions de prénoms de bébés et regardions des émissions de télévision sans intérêt. Mais Jessica ne nous laissait pas en paix. Elle découvrit où se trouvaient les rendez-vous médicaux de Rebecca et commença à apparaître dans le bâtiment médical. Elle n'approchait pas directement Rebecca, elle restait simplement sur le parking, observant. C'était profondément troublant. Malik engagea une sécurité privée pour accompagner Rebecca au rendez-vous. Jessica filma les gardes de sécurité et publia des vidéos affirmant que Rebecca avait engagé des « voyous » pour l'intimider. Les commentaires sur ces vidéos ne furent pas ce que Jessica attendait, la plupart des gens voyaient clair dans sa manipulation et la critiquaient pour harceler une femme enceinte. 3 semaines après ce cauchemar, la vie de David implosa complètement. Le conseil d'administration le licencia officiellement pour détournement de fonds. Ses actifs furent gelés en attendant l'enquête. Samantha eut son bébé, une fille, et demanda immédiatement une pension alimentaire. Les autres femmes avec qui il sortait déposèrent leurs propres réclamations. Il faisait face à la ruine financière de multiples directions. Désespéré, David fit quelque chose d'inattendu, il se rendit à la police et avoua tous ses liaisons, son détournement de fonds, même sa connaissance des plans de Jessica pour nuire à Rebecca. Il offrit de témoigner contre Jessica en échange d'indulgence pour ses accusations. Jessica apprit la trahison de David lorsque les détectives se présentèrent au motel pour l'interroger. Selon le rapport de police que j'ai vu plus tard, elle perdit complètement le contrôle, jetant des objets et criant de manière incohérente. Les enfants assistèrent à tout. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour les services de l'enfance. Ils retirèrent les enfants de la garde de Jessica, les plaçant temporairement chez nos parents pendant que l'enquête se poursuivait. Jessica blâma Rebecca pour cela aussi, bien que Rebecca n'y fût pour rien. La nuit où les enfants lui furent enlevés, Jessica envoya un dernier message à Rebecca. C'était une vidéo d'elle debout sur un pont, menaçant de sauter si Rebecca ne retirait pas les avocats et ne lui donnait pas d'argent. Rebecca appela immédiatement les services d'urgence, qui trouvèrent Jessica sur les lieux et l'emmenèrent pour une évaluation psychiatrique. Pendant la détention de 72 heures de Jessica, plus de vérité éclata.
Le psychiatre découvrit que Jessica prenait les médicaments pour le tas de David depuis des années, les mélangeant avec de l'alcool et d'autres substances. Son comportement erratique était partiellement alimenté par l'abus de substances, bien que cela n'excusât pas sa cruauté calculée. Nos parents vieillirent visiblement pendant cette période. Ils suivirent même une thérapie, confrontant enfin comment leur favoritisme avait créé cette situation. Nous avons toujours donné à Jessica ce qu'elle voulait, me dit maman en larmes. Nous pensions maintenir la paix. Nous lui apprenions seulement qu'elle pouvait blesser les gens sans conséquence. Lorsque Jessica fut libérée de l'hôpital psychiatrique, elle se retrouva vraiment seule pour la première fois. David était parti, aux prises avec ses propres problèmes juridiques. Ses enfants étaient chez ses parents, qui avaient maintenant des limites strictes concernant son accès à eux. Ses amis s'étaient éloignés après avoir vu ses crises sur les réseaux sociaux. Même Marcus, l'avocat avec qui elle avait une liaison, avait demandé une ordonnance restrictive après qu'elle se fût présentée chez lui et eût confronté sa femme. Elle emménagea dans un motel plus petit et trouva un emploi dans une épicerie, son premier vrai travail depuis des années. Elle continua à publier des vidéos, mais elles devinrent moins cohérentes, plus décousues. Ses abonnés diminuèrent à mesure que les gens perdaient intérêt pour son drame fabriqué. Pendant ce temps, la grossesse de Rebecca progressait. Les jumeaux grandissaient bien malgré le stress. Elle et Malik avaient transformé la chambre d'amis en nurserie, la peignant en jaune doux avec des garnitures blanches. Je les ai aidés à monter les berceaux un après-midi, et pendant quelques heures, nous avons pu faire comme si tout était normal. Mais la normalité était encore loin. Jessica découvrit la liste de cadeaux de naissance de Rebecca en ligne et commença à commander des articles pour les faire livrer, mais avec des notes troublantes jointes, « Pour les bébés que tu m'as volés », disait l'une. Une autre disait, « J'espère que ceux-ci remplaceront ceux qui n'ont pas survécu ». Rebecca dut contacter tous les magasins de sa liste pour bloquer l'accès de Jessica. C'était épuisant de devoir constamment se défendre contre ces petits actes de harcèlement, mais Rebecca resta méthodique, documentant tout, construisant son dossier. 6 semaines après la confrontation au dîner, Jessica fit un dernier geste désespéré. Elle contacta un journaliste à scandale, proposant de vendre son histoire sur la « sœur diabolique qui a détruit sa vie ». Elle fournit les enregistrements qu'elle avait faits, ceux qu'elle pensait montrer Rebecca et Malik avouant des crimes. Le journaliste, cependant, était plus intéressé par les propres aveux de Jessica dans ses enregistrements. Au lieu du reportage que Jessica voulait, l'article se concentra sur son aveu d'avoir empoisonné sa sœur enceinte. Jessica leur avait accidentellement fourni des preuves de ses propres crimes en essayant d'incriminer Rebecca. Lorsque l'article parut, le soutien restant de Jessica s'évapora. Les quelques personnes qui avaient cru à son récit de victime furent horrifiées par ses propres mots admettant avoir causé la fausse couche de Rebecca. Même en ligne, où elle avait trouvé quelques sympathisants, les gens se retournèrent contre elle. Nos parents prirent enfin des mesures décisives. Ils demandèrent la garde temporaire des enfants de Jessica et entamèrent le processus pour les protéger de l'influence de leur mère. C'était douloureux pour eux, mais ils reconnurent que ces enfants avaient besoin de stabilité et de sécurité. La réponse de Jessica fut de violer l'ordonnance de cessation et d'abstention de manière spectaculaire. Elle se présenta chez Rebecca alors que j'y étais pour dîner. Elle ne sonna pas, elle resta simplement dans le jardin à regarder par les fenêtres. Quand Malik sortit pour lui dire de partir, elle commença à crier sur la façon dont Rebecca avait ruiné sa vie, comment elle lui avait tout volé. Les voisins appelèrent la police. Quand les officiers arrivèrent, Jessica sortit son téléphone et commença à diffuser en direct, affirmant qu'elle était arrêtée pour « aimer trop sa sœur ». Les officiers furent professionnels mais fermes, elle violait une ordonnance légale, elle devait partir ou faire face à une arrestation. Jessica choisit l'arrestation. Tandis qu'on la menottait, elle regarda directement la caméra et dit « Rebecca, je sais que tu regardes ça. Ce n'est pas fini. Tu m'as tout pris, mon mari, mes enfants, ma vie. Je ne cesserai jamais de te faire payer. » Mais même en le disant, on pouvait voir la défaite dans ses yeux. Elle avait tout perdu, non pas parce que Rebecca le lui avait pris, mais parce qu'elle l'avait elle-même détruit par ses mensonges, sa cruauté et son incapacité à accepter la responsabilité de ses actes. Je suis restée avec Rebecca cette nuit-là. Elle était secouée par l'apparition de Jessica, mais aussi étrangement calme.
Je savais que ça en arriverait là, dit-elle. Jessica doit toujours avoir le dernier mot, même quand elle a déjà perdu. L'arrestation était une violation de son ordonnance de cessation et d'abstention, ce qui signifiait des conséquences légales réelles. Jessica passa la nuit en prison et fut libérée sous caution le lendemain matin. Nos parents, établissant enfin des limites fermes, refusèrent de payer sa caution. Elle dut faire appel à un agent de cautionnement, ajoutant une autre charge financière à ses problèmes croissants. Le stress de tout cela pesait sur Rebecca. Son médecin s'inquiétait de sa tension artérielle et du risque d'accouchement prématuré. Elle fut mise au repos complet pour le reste de sa grossesse. Malik prit un congé pour s'occuper d'elle, et j'organisai mon emploi du temps pour être là les jours où il ne pouvait pas. Pendant cette période de calme, Rebecca s'ouvrit enfin sur la profondeur de la trahison de Jessica. Ce n'était pas seulement David, dit-elle un après-midi. C'était chaque petit ami que j'ai eu, chaque réussite pour laquelle j'ai travaillé, chaque moment de bonheur. Elle ne supportait pas de me voir avoir quelque chose qu'elle n'avait pas, elle me montra de vieux journaux intimes du lycée où elle avait documenté la campagne systématique de Jessica pour la saper, des professeurs que Jessica avait charmés pour donner à Rebecca des notes plus basses, des amis que Jessica avait montés contre elle avec des mensonges soigneusement placés, des opportunités que Jessica avait sabotées avec des plaintes anonymes. Je pensais que partir à l'université aiderait, continua Rebecca. Mais elle m'a suivi. Elle a postulé à la même école en utilisant mes dissertations, est entrée dans ma sororité, a même fréquenté mes ex-petits amis après que j'ai rompu avec eux, juste pour prouver qu'elle le pouvait. Le schéma était clair et troublant. Toute l'identité de Jessica semblait construite autour du fait de prendre des choses à Rebecca. Sans cette dynamique, elle ne savait pas qui elle était. Et maintenant, sans plus rien apprendre, elle s'effondrait. 2 mois après la confrontation, les conséquences légales commencèrent à rattraper tout le monde. David plaida coupable des accusations de détournement de fonds et reçut 2 ans de prison, bien qu'il purgerait probablement moins avec bonne conduite. Son témoignage contre Jessica faisait partie de son accord de plaidoyer. Le procès de Jessica pour usurpation d'identité et harcèlement était prévu pour le mois suivant. Son avocat commis d'office lui conseilla d'accepter un accord, mais Jessica refusa. Elle insista pour avoir son jour au tribunal, convaincue qu'elle pouvait faire voir à tout le monde qu'elle était la vraie victime. Nos parents luttèrent avec la décision de témoigner contre Jessica. Ils avaient déjà fourni des déclarations sur la vidéo de l'empoisonnement et la confession de Jessica, mais monter à la barre ressemblait à une trahison finale envers leur fille. Leur thérapeute les aida à voir les choses différemment, témoigner visait à protéger les petits-enfants et à tenir Jessica responsable, pas à choisir un camp. Pendant ce temps, Rebecca entra en travail prématuré. Le stress avait finalement dépassé la capacité de son corps à protéger la grossesse. J'étais avec elle quand elle perdit les os, 5 semaines avant sa date prévue. La course à l'hôpital fut terrifiante, Rebecca agrippant ma main et murmurant « Pas encore, s'il te plaît, pas encore ». Mais cette fois, c'était différent. Les jumeaux, un garçon et une fille, naquirent petits mais en bonne santé. Ils passèrent 2 semaines en unité de soins intensifs néonatales, mais il n'y eut pas de complications graves. Rebecca et Malik les appelèrent Alexandra et Nicolas, de nouveaux départs sans lien avec le drame familial. Jessica apprit les naissances par les réseaux sociaux, quelqu'un avait publié des félicitations sur la page de l'entreprise de Malik. Sa réaction fut d'envoyer une carte à l'hôpital, « Félicitations pour m'avoir volé ma vie si complètement. Profite de mes restes. » La sécurité de l'hôpital intercepta la carte, l'ajoutant au dossier de preuves pour le procès à venir de Jessica. Même dans ce qui aurait dû être le moment de joie de Rebecca, Jessica ne put résister à tenter de causer de la douleur. Alors que les jumeaux rentraient à la maison et que la vie s'installait dans une nouvelle routine, la famille élargie commençait à guérir. Nos parents, avec la garde temporaire des enfants de Jessica, travaillèrent avec des thérapeutes pour réparer les dommages de la manipulation de leur mère. Les enfants commencèrent lentement à comprendre que l'amour ne signifiait pas blesser les autres, que la famille signifiait soutien, pas sabotage. David, depuis la prison, envoya une lettre d'excuse à Rebecca. Elle était incohérente et pleine d'apitoiement sur soi, mais reconnaissait la douleur qu'il avait causée. Rebecca la lut une fois et la jeta. Ça ne vaut pas l'énergie, dit-elle, se concentrant plutôt sur ses bébés et son avenir.
Le monde de Jessica continua de rétrécir. Elle perdit son emploi après avoir manqué des quarts de travail pour des comparutions judiciaires. Son motel l'a mis à la porte pour non-paiement. Elle emménagea chez une cousine éloignée qui n'avait pas entendu toute l'histoire, mais cet arrangement dura moins d'une semaine une fois que la cousine chercha le nom de Jessica sur Google et trouva les articles à scandale. La nuit précédant son procès, Jessica fit une dernière tentative de manipulation. Elle appela ses parents, sanglotant sur combien elle était désolée, comment elle avait cherché de l'aide et allait mieux maintenant. Elle les supplia de retirer les accusations, de lui donner une autre chance. Quand ils refusèrent gentiment, expliquant que les accusations n'étaient pas les leurs à retirer, elle explosa de rage, prouvant que rien n'avait vraiment changé. Le procès lui-même fut rapide. Les preuves étaient accablantes. Les propres enregistrements de Jessica, destinés à faire chanter Rebecca, devinrent la preuve de ses crimes. Ses publications sur les réseaux sociaux montraient un schéma clair de harcèlement. L'usurpation d'identité au cabinet du médecin était documentée et indéniable. Jessica monta à la barre contre l'avis de son avocat. Elle tenta de se dépeindre comme une sœur aimante poussée au désespoir par la cruauté de Rebecca. Mais sous contre-interrogatoire, son histoire s'effondra. Elle ne put expliquer la vidéo de l'empoisonnement, ne put justifier l'usurpation d'identité. Ses larmes, qui avaient toujours été son arme, semblaient maintenant creuses et manipulatrices pour tous ceux qui observaient. Le jury délibéra pendant moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, soulignant la cruauté particulière d'empoisonner une femme enceinte et le harcèlement continu, condamna Jessica à 18 mois de prison et 3 ans de probation. Il lui fut également ordonné de n'avoir aucun contact avec Rebecca, Malik ou leurs enfants. Tandis qu'on emmenait Jessica, elle se tourna pour regarder Rebecca une dernière fois. La haine dans ses yeux se mêlait à autre chose, de la confusion peut-être, comme si elle ne pouvait toujours pas comprendre comment sa vie de manipulation l'avait menée à ce moment. Rebecca n'assista pas au prononcé de la sentence. Elle était à la maison avec ses jumeaux, construisant la vie que Jessica avait si ardemment tenté de détruire. Quand je lui ai annoncé le verdict, elle a simplement hoché la tête. « C'est fini », dit-elle doucement. « C'est enfin fini. » Mais nous savions tous que ce n'était pas vraiment fini. Jessica purgerait sa peine et serait finalement libérée. Elle devrait reconstruire sa vie à partir de rien, espérons-le en apprenant de ses erreurs, mais peut-être en devenant seulement plus amère. Les enfants grandiraient en sachant que leur mère avait choisi la cruauté plutôt que la famille. Les cicatrices resteraient. Pourtant, alors que je regardais Rebecca bercer ses bébés pendant que Malik préparait le dîner, j'ai vu de l'espoir. Elle avait survécu aux pires attaques de Jessica. Elle s'était protégée elle-même et sa famille. Elle avait refusé de laisser le venin de Jessica, littéral et figuré, détruire sa chance de bonheur. Notre famille ne serait plus jamais ce qu'elle était. L'illusion d'harmonie avait volé en éclats, remplacée par quelque chose de plus honnête, bien que plus douloureux. Mais peut-être que c'était mieux. Peut-être que faire face à la vérité, aussi laide soit-elle, était le premier pas vers une guérison réelle. En quittant la maison de Rebecca ce soir-là, j'ai pensé aux différents chemins que les 2 sœurs avaient empruntés. Rebecca avait choisi l'amour, construisant une vie avec Malik et ses enfants. Jessica avait choisi la haine, détruisant tout ce qu'elle touchait dans son besoin de blesser sa sœur. Les conséquences de ses choix étaient maintenant claires. Rebecca était entourée d'amour, construisant un avenir. Jessica était seule, face aux ruines de la vie qu'elle avait démolie de ses propres mains. C'était la justice, d'une certaine manière. Pas parfaite, pas complète, mais réelle. Les jumeaux pleuraient quand j'ai atteint ma voiture, les sons normaux d'une famille saine. À travers la fenêtre, je pouvais voir Malik et Rebecca travailler ensemble pour les calmer, une équipe unie dans l'amour et le dessein. C'était ce que Jessica avait essayé de voler, ce qu'elle n'avait jamais compris. L'amour véritable ne consistait pas à prendre aux autres, mais à construire quelque chose ensemble. En m'éloignant, je savais que les temps difficiles n'étaient pas terminés. Il y aurait des appels, des audiences de libération conditionnelle et le défi continu de protéger les enfants de l'influence de leur mère. Mais Rebecca avait prouvé qu'elle pouvait gérer ce qui allait suivre. Elle avait affronté le pire de sa sœur et en était sortie plus forte. La famille dans laquelle nous avions grandi avait disparu, détruite par les choix de Jessica et la complaisance de nos parents.
Mais de ses cendres, quelque chose de nouveau grandissait, une famille basée sur la vérité plutôt que sur le simulacre, sur la responsabilité plutôt que sur les excuses. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et pour la première fois depuis des années, cela semblait suffisant. Le lendemain matin du jugement de Jessica, je fus réveillée par mon téléphone qui vibrait sous l'effet de messages provenant d'un numéro inconnu. Les messages provenaient de la codétenue de Jessica, qui proposait de transmettre des messages moyennant finance. Je bloquai immédiatement le numéro, mais d'autres continuèrent d'arriver tout au long de la journée, émanant de différents appareils. Jessica avait trouvé un moyen de poursuivre son harcèlement même derrière les barreaux. Rebecca et Malik décidèrent de changer leur numéro de téléphone, mais la portée de Jessica s'étendait au-delà du contact direct. Elle avait convaincu une autre détenue de faire créer par ses proches de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux, publiant d'anciennes photos de Rebecca et David avec des légendes sur « le véritable amour volé par des sœurs jalouses ». Les publications identifiaient les collègues de Rebecca, les partenaires commerciaux de Malik, et même le pédiatre qui s'occupait des jumeaux. Nos parents découvrirent que Jessica les avait appelés en PCV plusieurs fois par jour, laissant des messages vocaux qui alternaient entre des excuses larmoyantes et des menaces vicieuses. Quand ils cessèrent d'accepter les appels, elle commença à écrire des lettres, des dizaines, parfois 5 ou 6 arrivant en une seule journée. Les lettres contenaient des plans détaillés de ce qu'elle ferait à sa libération, comment elle récupérerait ses enfants, comment elle ferait payer Rebecca. Une lettre en particulier perturba notre père. Jessica y décrivait l'avoir observé la maison de Rebecca, notant les heures auxquelles Malik partait travailler, quand je venais en visite, et même quand le courrier était livré. Les détails étaient trop précis pour être de simples suppositions. Quelqu'un de l'extérieur lui transmettait des informations. Ce quelqu'un s'avéra être Klaus, un homme que Jessica avait rencontré via un site web de correspondants pour détenus. Il lui rendait visite régulièrement, lui apportant de l'argent pour la cantine et lui promettant de l'aider à se venger de Rebecca. Nos parents ne le découvrirent que lorsque Klaus se présenta chez eux, affirmant que Jessica l'avait envoyé chercher ses affaires, qui comprenaient apparemment des albums de photos de famille et les anciens annuaires de Rebecca. Papa refusa de le laisser entrer, mais Klaus revint le lendemain, et le surlendemain. Il se garait devant leur maison pendant des heures, observant simplement. Quand maman appela finalement la police, Klaus insista sur le fait qu'il ne faisait que rendre visite à la famille de sa fiancée. Jessica avait apparemment accepté sa demande en mariage lors d'une visite en prison, bien qu'elle le connût depuis moins de 2 mois. Rebecca engagea un détective privé pour enquêter sur Klaus. Ce qu'ils trouvèrent était inquiétant, un historique d'hommes s'attachant à des femmes incarcérées, soutirant de l'argent à leur famille avec des promesses d'aider leurs proches. Il avait 3 ordonnances restrictives émanant de familles de fiancés précédentes. Mais Jessica soit ne le savait pas, soit s'en fichait. Elle avait trouvé quelqu'un prêt à être son arme à l'extérieur. Le détective découvrit également autre chose. Klaus avait été en contact avec les anciennes maîtresses de David, essayant de recueillir des informations compromettantes sur Rebecca et Malik. La plupart avaient refusé de lui parler, mais une femme nommée Victoria, lui transmettait des informations en échange de l'argent que Jessica lui avait promis qu'elle aurait bientôt. Cela expliquait les détails précis dans les lettres de Jessica. Victoria travaillait dans un café près du quartier de Rebecca et avait noté ses habitudes. Lorsque le détective la confronta, elle s'effondra et admit que Klaus lui avait promis $5 000 pour des informations qui pourraient détruire la vie parfaite de Rebecca. Pendant ce temps, les enfants de Jessica avaient du mal. L'aîné avait commencé à faire des cauchemars, appelant « maman » dans son sommeil. Celui du milieu était devenu renfermé, refusant de parler à l'école. Le plus jeune, âgé d'accent grave peine 2 ans, demandait sans cesse quand maman reviendrait. Nos parents faisaient de leur mieux, mais les enfants avaient besoin de plus d'aide qu'ils ne pouvaient en fournir. Rebecca prit une décision difficile. Malgré l'ordonnance de non-contact, elle se sentait responsable de ses neveux et nièces. Elle ne pouvait pas interagir directement avec eux, mais elle créa des fonds d'études pour chaque enfant et organisa des séances hebdomadaires avec un psychologue pour enfants. Les factures étaient adressées à nos parents, mais Rebecca les payait discrètement, sans jamais chercher de reconnaissance. Klaus intensifia son harcèlement. Il commença à se présenter au bureau de Malik, prétendant avoir des propositions commerciales. Lorsque la sécurité le repoussait,
il attendait sur le parking, abordant les collègues de Malik avec des histoires sur la façon dont Malik avait détruit une famille innocente. Plusieurs clients exprimèrent leur inquiétude et les associés de Malik convoquèrent une réunion pour discuter de la situation. Malik géra cela brillamment. Il présenta toute la documentation, les ordonnances restrictives contre Klaus, la condamnation de Jessica, les preuves de ses crimes. Ses associés furent consternés, non pas par Malik, mais par jusqu'où Jessica allait depuis la prison. Ils engagèrent une sécurité supplémentaire et interdirent à Klaus l'accès au bâtiment. Mais Klaus n'avait pas terminé. Il se présenta à la crèche des jumeaux, affirmant être leur oncle. La crèche suivit le protocole et appela Rebecca immédiatement. Elle arriva et trouva Klaus en train de se disputer avec la directrice, insistant sur le fait qu'il avait le droit de voir sa famille. La police l'arrêta pour violation de domicile, mais il fut libéré en quelques heures. Cette nuit-là, Rebecca trouva Klaus dans son jardin. Il prenait des photos à travers les fenêtres avec un téléobjectif. Malik le chassa, mais pas avant que Klaus ne crie que Jessica ne cesserait jamais de se battre pour ce qui lui appartenait. Le système de sécurité enregistra tout, et cette fois Klaus fut arrêté pour harcèlement. Mais même depuis la prison, il réussit à causer des problèmes. Il avait donné les lettres de Jessica à d'autres détenus et visiteurs pour qu'ils les postent, contournant le système de surveillance de la prison. Les lettres contenaient des photos que Klaus avait prises, Rebecca au supermarché, Malik à une station-service, moi entrant dans mon immeuble. Nos parents étaient à bout de nerfs. Maman avait développé des crises d'angoisse, sursautant à chaque fois que la sonnette retentissait. Papa avait commencé à dormir avec une batte de baseball à côté du lit. Ils aimaient les enfants de Jessica, mais se sentaient pris au piège entre les protéger et se protéger eux-mêmes de la campagne de terreur croissante de leur fille. Puis vint le point de rupture. La codétenue de Jessica fut libérée et se présenta chez Rebecca avec un message. Elle se tint sur le porche, lisant un papier de l'écriture de Jessica, « Je sais où les jumeaux vont à la crèche. Je sais à quelle heure tu les récupères. Je connais la route que tu prends pour rentrer. » Klaus observera. Toujours observer. Rends-moi mes enfants ou je prendrai les tiens. Rebecca appela immédiatement la police. La femme fut arrêtée pour communication de menaces, mais le mal était fait. Rebecca et Malik retirèrent les jumeaux de la crèche, engagèrent une sécurité 24 heures sur 24 et installèrent des caméras supplémentaires couvrant chaque angle de leur propriété. Le stress affectait tout le monde. La production de lait de Rebecca diminua et elle lutta pour nourrir les jumeaux. Malik développa de l'insomnie, vérifiant les enregistrements de sécurité plusieurs fois chaque nuit. Je commençais à varier mes itinéraires pour aller chez eux, paranoïaque à l'idée d'être suivi. Nos parents vieillirent de plusieurs années en quelques semaines, la tension de protéger les enfants de Jessica tout en craignant leur mère visible sur chaque ride de leur visage. 3 mois après la condamnation de Jessica, elle commit une erreur. Elle correspondait avec plusieurs hommes via des sites de correspondants pour détenus, promettant à chacun des choses différentes en échange de leur aide. Lorsque 2 d'entre eux se présentèrent pour lui rendre visite le même jour, une bagarre éclata dans la salle des visites. Les 2 hommes furent arrêtés et les privilèges de courrier de Jessica furent révoqués. Sans sa capacité à orchestrer le harcèlement de l'intérieur, Jessica désespéra. Elle commença à chercher des querelles avec d'autres détenus, espérant prolonger sa peine et retarder l'inévitable. Mais le directeur de la prison vit clair dans son jeu. Au lieu de charges supplémentaires, elle fut placée à l'isolement pour sa propre protection. Klaus, pendant ce temps, avait violé les conditions de sa caution en contactant la famille de Rebecca. Il fut condamné à 6 mois de prison, mais pas avant d'envoyer un dernier colis à la maison de Rebecca. À l'intérieur se trouvaient des centaines de photos qu'il avait prises pendant des mois, la famille dans des parcs, des magasins, des restaurants. Le détail était obsessionnel. Des notes écrites au dos de chaque photo décrivant leurs activités. Le procureur utilisa les photos pour déposer des charges supplémentaires contre Klaus et Jessica, complot en vue de commettre un enlèvement, basé sur la menace concernant les jumeaux, harcèlement criminel, harcèlement par procuration. Ces accusations ajouteraient des années à la peine de Jessica si elle était reconnue coupable. L'avocat commis d'office de Jessica la convainquit d'accepter un accord de plaidoyer.
En échange du retrait de l'accusation de complot en vue d'enlèvement, elle plaida coupable des accusations de harcèlement. Sa peine fut prolongée de 3 ans et elle fut transférée dans un établissement à 500 miles de là, ce qui rendait plus difficile pour elle de maintenir des liens locaux. Nos parents prirent la difficile décision de demander la garde permanente des enfants de Jessica. Les procédures judiciaires furent déchirantes. Le fils aîné témoigna par vidéoconférence sur le comportement de sa mère, décrivant comment elle lui avait appris à mentir sur Rebecca, comment elle lui avait dit « Tante Rebecca a volé papa ». Le juge accorda la garde permanente à nos parents, Rebecca et Malik étant désignés comme tuteurs au cas où quelque chose leur arriverait. David, depuis la prison, renonça à ses droits parentaux sans opposition. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec les enfants ni avec le chaos que Jessica avait créé. Sa seule demande fut que son nom soit retiré de leurs actes de naissance, une impossibilité légale qui démontrait à quel point il voulait désespérément effacer son lien avec Jessica. Avec Klaus en prison et la communication de Jessica limitée, la vie se stabilisa lentement. Rebecca et Malik maintinrent leurs mesures de sécurité, mais commencèrent à s'aventurer davantage. Les jumeaux commencèrent à franchir des étapes de développement, premier sourire, 4 pattes, babillage, des choses normales de bébé qui ressemblaient à des victoires après des mois de crise. J'aidai nos parents à redécorer les chambres des enfants de Jessica, éliminant les rappels de leur passé chaotique et créant des espaces qui semblaient sûrs et permanents. Les enfants répondirent bien à la stabilité et à la thérapie. L'aîné cessa de faire des cauchemars, celui du milieu recommença à parler, le plus jeune s'adapta rapidement, appelant nos parents, mamie, et papy, sans qu'on le lui demande. 6 mois après le transfert de Jessica, nous apprîmes qu'elle avait été placée sous surveillance anti-suicide. Non pas parce qu'elle était réellement suicidaire, mais parce qu'elle avait menacé de s'automutiler pour manipuler le personnel afin d'obtenir des privilèges. Le rapport du psychiatre était accablant, la patiente ne montre aucun remords sincère, continue de blâmer les autres pour sa situation et démontre des schémas persistants de comportement antisocial. Rebecca prit une autre décision difficile. Elle écrivit à la prison, proposant de payer pour que Jessica reçoive un traitement psychiatrique adéquat. Non pas pour le bien de Jessica, mais pour celui de ses enfants, qui méritaient une mère capable un jour d'avoir des relations saines. L'offre fut faite par l'intermédiaire d'avocats, maintenant l'ordonnance de non-contact mettant dans la main. Jessica refusa. Elle envoya un message par l'intermédiaire de son avocat disant qu'elle n'avait pas besoin d'aide, que c'était Rebecca qui avait besoin de traitement pour sa jalousie et sa vengeance. Même confrontée aux conséquences de ses actes, elle ne pouvait admettre sa culpabilité. Les enfants continuèrent de s'épanouir avec nos parents. L'aîné rejoignit une petite ligue de baseball, celui du milieu découvrit un amour pour l'art et le plus jeune commença la maternelle. Rebecca et Malik prirent soin de maintenir les limites, mais inclurent les enfants dans les réunions de famille, s'assurant qu'ils grandissaient en sachant qu'ils étaient aimés malgré les échecs de leurs parents. 1 an après la prolongation de la peine de Jessica, Klaus fut libéré. Il quitta immédiatement l'État, trouvant apparemment une autre femme incarcérée à qui s'attacher. Les ordonnances restrictives restèrent en vigueur, mais son départ apporta un soulagement, une menace de moins à surveiller. Jessica trouva de nouvelles façons de causer des problèmes. Elle déposa des plaintes depuis la prison contre Rebecca pour aliénation d'affection, contre nos parents pour enlèvement de ses enfants, contre l'entreprise de Malik pour complot en vue de commettre une fraude. Chaque plainte fut rejetée pour futilité, mais elles nécessitèrent néanmoins des réponses, coûtèrent de l'argent et du temps. Elle commença également à écrire des mémoires sur sa persécution injuste, trouvant une maison d'édition à compte d'auteurs prête à les imprimer moyennant finance. Lorsque des extraits apparurent en ligne, ils étaient si manifestement fabriqués que même les quelques partisans restants de Jessica prirent leur distance. Le livre la dépeignait comme une victime d'une vaste conspiration, avec Rebecca comme le cerveau qui avait planifié sa chute depuis l'enfance. Nos parents durent obtenir une ordonnance restrictive contre la maison d'édition lorsqu'elle tenta d'interviewer les enfants de Jessica pour une suite. Le thérapeute des enfants témoigna que tout contact avec les délires de leur mère annulerait des années de progrès. Le juge fut d'accord, imposant des limites strictes à toute mention des enfants dans les écrits de Jessica. Les jumeaux de Rebecca devinrent de jeunes enfants curieux et heureux. Ils firent leurs premiers pas, dirent leurs premiers mots, développèrent des personnalités distinctes.
Alexandra était audacieuse et aventureuse, tandis que Nicolas était réfléchi et prudent. Les voir grandir donnait l'impression que la vie pouvait continuer, que le venin de Jessica n'avait pas tout infecté. Mais les rappels persistaient. Chaque document juridique concernant les enfants devait être rédigé avec soin pour éviter que Jessica ne trouve des failles. Chaque inscription scolaire nécessitait des explications sur les arrangements de garde. Chaque rendez-vous médical signifiait mettre à jour les protocoles de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé au dossier. L'entreprise de Malik prospéra malgré les défis initiaux. Ses associés, impressionnés par la façon dont il avait géré la situation, lui confièrent de plus grandes responsabilités. Il utilisa son succès pour assurer la sécurité financière des 2 groupes d'enfants, établissant des fiducies que Jessica ne pourrait pas toucher même après sa libération. Je me surpris à devenir l'historienne de la famille, documentant la vérité pour le moment où les enfants seraient assez grands pour comprendre. Non pas pour les empoisonner contre leur mère, mais pour s'assurer qu'ils auraient les faits lorsque Jessica tenterait inévitablement de réécrire l'histoire. Le thérapeute dit qu'avoir un dossier clair et honnête les aiderait à traiter leur dynamique familiale compliquée à l'âge adulte. 2 ans après sa peine prolongée, Jessica fut diagnostiquée d'un trouble de la personnalité narcissique par le psychiatre de la prison. Le diagnostic ne surprit personne, sauf Jessica, qui renvoya son avocat pour ne pas avoir empêché l'évaluation. Elle continua de refuser le traitement, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien chez elle que récupérer ses enfants ne puisse arranger. Nos parents luttaient contre la culpabilité. Ils se demandaient si des décisions différentes auraient pu éviter ce résultat. Leur thérapeute les aida à comprendre que, bien qu'ils aient couvert le comportement de Jessica, ses choix lui appartenaient. Ils n'auraient pas pu l'aimer au point de la transformer en une personne différente. Rebecca parlait rarement de Jessica désormais. Lorsqu'on lui posait la question, elle disait simplement que sa sœur était partie et changeait de sujet. Mais je savais qu'elle consultait régulièrement le site web de la prison, surveillant la date de libération de Jessica, se préparant à l'inévitable retour. Les enfants devinrent plus résilients chaque année. Ils savaient que leur mère était en prison, mais pas les détails. Le thérapeute conseilla une honnêteté adaptée à leur âge, afin qu'ils comprennent que leur mère avait pris de mauvaises décisions, mais n'était pas une mauvaise personne. C'était un équilibre délicat, les protéger tout en les préparant à un contact futur si Jessica changeait un jour sincèrement. 3 ans passèrent. Klaus mourut dans un accident de conduite en état d'ivresse, éliminant une menace future. David fut libéré sur parole et quitta immédiatement l'État, ne voulant rien savoir de sa vie antérieure. Il n'essaya jamais de contacter ses enfants, biologiques ou non. Le comportement de Jessica en prison s'améliora progressivement, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle avait appris qu'un bon comportement signifiait une libération plus précoce. Elle assista au programme requis, travailla à la bibliothèque de la prison et évita les infractions majeures. Mais les lettres à nos parents révélaient ses véritables pensées, des plans élaborés pour récupérer la garde, obliger Rebecca à payer pour ses crimes, et réclamer sa vie volée. À l'approche de la date de libération de Jessica, Rebecca et Malik firent des préparatifs. Ils améliorèrent les systèmes de sécurité, renouvelèrent les ordonnances restrictives et créèrent des plans de sécurité détaillés. Les écoles des enfants furent informées, avec la photo de Jessica distribuée à tout le personnel. Cela ressemblait à se préparer à une tempête, nécessaire mais épuisant. Nos parents décidèrent de déménager. Ils trouvèrent une maison dans une résidence sécurisée à 2 heures de route, assez loin pour décourager le harcèlement fortuit mais assez proche pour maintenir les liens familiaux. Les enfants s'adaptèrent bien, se faisant de nouveaux amis et s'épanouissant dans leurs nouvelles écoles. Rebecca aida au déménagement, emballant des années de souvenirs tout en essayant de ne pas penser à la raison pour laquelle c'était nécessaire. Dans l'ancienne chambre de Jessica, elle trouva une boîte de photos d'enfance, les 2 sœurs à des fêtes d'anniversaire, des vacances en famille, des événements scolaires, avant que tout ne tourne mal. Elle garda une photo, la glissa dans un tiroir, un souvenir de la sœur qu'elle avait autrefois, avant que la jalousie et la haine ne la consument. Les jumeaux commencèrent la maternelle, une étape importante qui sembla monumentale après tout ce temps. Rebecca les regarda courir vers leur classe, leur sac à dos rebondissant, et ressentit un moment de pure joie. Ils grandissaient, libres du venin qui avait infecté son enfance. Rien que cela valait tous les efforts.
À l'approche de la date de libération de Jessica, l'avocat de la famille demanda des ordonnances restrictives permanentes. Le juge, en examinant le dossier volumineux, les accorda sans hésitation. Il serait légalement interdit à Jessica de contacter Rebecca, Malik, leurs enfants ou nos parents. Violer ces ordonnances signifierait un retour immédiat en prison. Un mois avant la libération de Jessica, elle envoya une dernière lettre à nos parents par l'intermédiaire de son avocat. Elle affirmait avoir trouvé la religion, avoir changé, ne vouloir que se racheter. Elle supplia qu'on lui donne une chance de voir ses enfants, promettant de respecter toutes les limites. Nos parents, suivant les conseils du thérapeute des enfants, refusèrent. La confiance, une fois si complètement brisée, ne pouvait être reconstruite avec des mots. Les enfants, maintenant plus âgés et plus conscients, commencèrent à poser des questions plus difficiles. Pourquoi ne pouvaient-ils pas voir leur mère? Pourquoi avait-elle fait de mauvaises choses? Nos parents répondirent avec honnêteté mais avec délicatesse, se concentrant sur l'importance des choix et des conséquences. L'aîné, maintenant âgé de 8 ans, hocha solennellement la tête et dit qu'il comprenait. Les deux plus jeunes acceptèrent la simple explication que maman devait apprendre à être gentille avant de pouvoir leur rendre visite. Les jumeaux de Rebecca s'épanouirent, inconscients du drame qui avait précédé leur naissance. Ils jouaient avec leurs cousins lors des réunions de famille, les enfants formant des liens qui transcendaient leurs origines compliquées. En les voyant ensemble, il était possible d'imaginer un avenir où le passé ne définirait pas tout. La semaine précédant la libération de Jessica, Rebecca et Malik prirent des vacances. Ils avaient besoin de distance, physique et émotionnelle, par rapport à ce qui s'annonçait. Je restais avec nos parents, les aidant à se préparer à ce que Jessica pourrait faire à sa libération. Nous installâmes de nouvelles serrures, mîmes à jour les listes de contacts d'urgence et répétâmes les protocoles de sécurité avec les enfants. Jessica fut libérée un mardi matin. À midi, elle avait déjà violé sa libération conditionnelle en essayant d'accéder en ligne au dossier scolaire de ses enfants. Son agent de probation l'avertit une fois. Le soir, on l'avait surprise à conduire devant l'ancienne maison de ses parents, ignorant apparemment qu'ils avaient déménagé. Deuxième avertissement. Cela dura 3 jours. Le vendredi, elle se présenta à la maison vide de Rebecca, ils étaient toujours en vacances, criant aux fenêtres, exigeant sa vie en retour. Les voisins appelèrent la police. Lorsque les officiers arrivèrent, Jessica les attaqua, griffant et mordant comme un animal sauvage. Elle fut arrêtée pour agression, violation de sa libération conditionnelle et violation de l'ordonnance restrictive. Cette fois, le juge ne montra aucune indulgence. Jessica fut condamnée à 5 ans supplémentaires, le maximum pour ses violations. Tandis qu'on l'emmenait, elle hurla qu'elle ne s'arrêterait jamais, que Rebecca paierait, que les enfants lui appartenaient. La greffière du tribunal me dit plus tard que c'était la pire crise de nerfs qu'elle ait vue en 20 ans. Rebecca et Malik rentrèrent de vacances et trouvèrent leur maison intacte mais entourée de rubans de police. Les enregistrements de sécurité montraient Jessica essayant chaque fenêtre et porte, devenant de plus en plus frénétique lorsqu'elle ne pouvait pas entrer. C'était troublant de voir cette personne, qui partageait l'ADN de Rebecca, réduite à une telle folie désespérée. Nos parents ressentirent un soulagement mêlé d'une profonde tristesse. Leur fille avait disparu, remplacée par quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient pas. Ils continuèrent la thérapie, travaillant sur le deuil de l'enfant que Jessica avait été et l'acceptation de la personne qu'elle était devenue. Le thérapeute leur rappela que protéger les petits-enfants était leur priorité désormais. Ces petits-enfants continuèrent de s'épanouir. Ils rejoignirent des équipes sportives, excellèrent à l'école, se firent des amis, des expériences d'enfance normales qui ressemblaient à des miracles compte tenu de leurs origines. Rebecca et Malik étaient la tante et l'oncle amusant qui assistaient à chaque match et récital, apportant stabilité et amour sans outrepasser les limites. La vie reprit de nouveaux rythmes. Des fêtes d'anniversaire sans crainte d'interruption, des vacances célébrées en paix, des dîners de famille où le rire remplaçait la tension. Les cicatrices restaient, mais ne définissaient plus l'existence quotidienne. Les enfants de Jessica commencèrent à comprendre leur histoire de manière adaptée à leur âge. L'aîné écrivit une rédaction scolaire sur « Choisir la gentillesse plutôt que la colère », traitant clairement ses expériences. L'art de celui du milieu évolua de gribouillis sombres à des paysages lumineux.
Le plus jeune, sans souvenir du chaos, grandit simplement aimé et en sécurité. Rebecca mentionnait rarement Jessica désormais. Quand elle le faisait, c'était avec tristesse plutôt qu'avec colère. Elle a choisi la haine, disait-elle simplement. Moi, j'ai choisi le bonheur. Et elle l'avait fait. Malgré tout ce que Jessica avait tenté de voler ou de détruire, Rebecca avait construit une vie magnifique. Les jumeaux commencèrent l'école maternelle, prenant le bus avec leurs cousins. Les voir monter ensemble, leur sac à dos presque plus grand qu'eux, fit pleurer nos parents, des larmes de joie cette fois. La famille avait survécu, transformée mais intacte. Jessica purgerait sa peine et serait probablement libérée à nouveau un jour. Elle violerait probablement à nouveau sa libération conditionnelle, retournerait en prison, répéterait le cycle jusqu'à ce que l'âge ou l'épuisement l'arrête. Mais son pouvoir avait disparu. La famille avait appris à vivre sans peur, à trouver la joie malgré son existence. Au final, Jessica avait eu raison sur une chose, Rebecca avait gagné. Non pas par la manipulation ou la cruauté, mais en choisissant l'amour plutôt que la haine, en construisant plutôt qu'en détruisant, en protégeant ce qui importait le plus. Le rire des jumeaux résonnait dans la maison, preuve que la vie, la vraie vie, avait triomphé du venin de Jessica. Notre histoire familiale n'était pas unique. Des personnes toxiques existent dans de nombreuses familles, causant douleur et chaos jusqu'à ce que d'autres apprennent à se protéger. Mais la survie était possible. Le bonheur était possible, même après tout. L'amour perdura. En terminant d'écrire ce récit, je réalisais que Jessica nous avait fait un cadeau inattendu. En essayant de détruire Rebecca, elle avait révélé la force de notre famille. Nous avions affronté le pire et en étions sortis, pas indemnes, mais intacts. C'était sa propre victoire. Les enfants appelaient pour le dîner, des voix normales un soir normal dans un foyer normal. Le plus beau son du monde.